Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve à l'espace CFI et maintenant une conférence par Tenable qui est justement, vous avez vu CFI Demo by Tenable qui est le sponsor de cet espace, une conférence sur une démonstration aussi du cloud security, donc de la sécurité du cloud, comment ça fonctionne. Conférence présentée par Karim Amia. Je vous prie de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Bonjour, merci. Donc bonjour, Karim Amia, donc je suis avant-vente chez Tenable. Donc je vais vous présenter aujourd'hui toute la partie sécurisation de la partie cloud, mais même un peu plus large de la sécurisation de la surface d'exposition. D'accord. Donc je ne sais pas si vous me connaissez chez Tenable, mais juste un petit rappel pour vous présenter ce que l'on fait au sein de Tenable. On est une société qui va s'occuper de toute la partie gestion d'exposition et des risques. Historiquement, on vient du monde de l'IT, donc de la gestion de vulnérabilité dans le monde de l'IT, mais on a fait évoluer justement notre plateforme pour pouvoir couvrir les différents types de besoins, parce qu'on sait que les assets évoluent et que les besoins des entreprises évoluent. Aujourd'hui, on va faire un focus sur deux parties. La première partie qui sera la partie Cloud Configuration, donc toute la partie sécurisation du monde cloud. Donc on va parler à la fois de la partie infrastructure as code, la partie Container Security jusqu'aux instances publiées dans du cloud, donc vraiment de la posture également à ce niveau-là, que ça soit d'un point de vue vulnérabilité ou problème de configuration. Et ensuite, on parlera également de la partie External Attack Surface Management. C'est justement la vision que peuvent avoir des gens de vos assets en public sur Internet et justement comment regagner du contrôle à ce niveau-là et de la visibilité. Donc on va couvrir ces deux aspects-là et dans un aspect un peu plus large, Tenable va proposer justement une plateforme de gestion d'exposition de ces risques et de ces vulnérabilités sur l'ensemble des aspects. Et ça, c'est un point qu'on pourra aborder à travers une autre démo qui aura lieu demain sur la partie Tenable One. Donc, comme je vous le disais, on vient du monde de l'IT, de la gestion de vulnérabilité et des risques dans le monde de l'IT. Et justement, on a étendu ce mode de fonctionnement dans le cloud. Donc, on sait faire bien sûr de la détection de vulnérabilité, peu importe le type d'OS. On sait détecter également toutes les problématiques liées à de la configuration ou à de la compliance, par exemple. Et également mettre aussi tous ces aspects de remédiation, de priorisation et de traitement de ces informations et d'intégration avec des outils, par exemple, de patch management. À travers la partie Tenable Cloud Security, on a justement étendu ces fonctionnalités-là dans le cloud pour que ça soit aussi également cloud natif et être capable à la fois de couvrir la surface d'attaque sur les clouds publics, que ce soit sur du AWS, du Azure, du GCP par exemple, mais également sur tout type d'assets relatifs à du cloud. Ça peut être le code d'infrastructure par exemple, ça va être également tout ce qui peut être conteneur, Docker, être capable d'analyser à la fois les problématiques de configuration et les problématiques de vulnérabilité, et aussi d'ardonner de ce qu'on a du coup d'exposer sur nos plateformes cloud, que ce soit, comme je vous disais, sur du Azure, du AWS, d'un point de vue run, donc pouvoir voir justement au niveau de nos configurations si tout se passe bien. Donc au niveau, de la même manière, des scans qu'on savait faire sur la partie IT classique, on va être capable de scanner également ces assets qui sont dans le cloud de manière native, avec des intégrations API par exemple, ou de s'intégrer par exemple avec des source code managers pour pouvoir aller scanner ces repos-là et voir les défauts de configuration à ce niveau ici aussi. Comment ça va fonctionner ? Sur une seule et même plateforme, on va être capable du coup d'apporter la visibilité d'un point de vue vulnérabilité sur les instances qui sont publiques sur le cloud, en s'intégrant en API et en scannant par exemple à travers des API les snapshots des différentes machines. Donc vraiment en s'intégrant nativement dans le cloud sans avoir besoin de déployer des agents ou des sondes et donc d'être complètement dynamique à ce niveau-là. D'apporter de la visibilité en termes de posture avec toute la partie CSPM, je ne vais pas m'approcher de l'enceinte sinon ça faisait de l'arsène, et de m'intégrer également avec toutes les sources de code que je peux avoir en termes d'infrastructure, GitHub, GitLab, ou même si j'ai des sources code on-premise, savoir m'intégrer dessus pour pouvoir justement aller détecter les failles à ce niveau-là et de mettre des contrôles à toutes les étapes de la pipeline. Comment ça va se traduire en termes de console ? Hop, j'ai pas mis le bon. Pardon. Pas sur la bonne fenêtre. On va arriver sur la console, donc Tenable. Et ici, vous allez voir les différents modules. On va parler principalement des deux premiers modules. Larsen. ASM et Cloud Security. Les autres modules seront abordés au cours de la démo Tenable One qui sera faite par ma collègue la prochaine fois. Demain. Donc au niveau de la partie Cloud Security, on va retrouver ici les différentes informations qu'on va être capable de collecter et d'administrer. Donc, comment ça va s'organiser ?
Dans un premier temps, on va aller chercher les informations à travers un projet. Donc on peut fonctionner de manière structurelle à travers des projets et regrouper par exemple les différentes instances et différents comptes cloud qu'on va avoir avec les différentes sources code par exemple pour pouvoir les manager à travers différents types de projets. Donc la première chose qu'on va faire, c'est surtout qu'on va aller chercher les informations. Donc que ça soit par exemple l'interfaçage avec nos différents cloud providers pour collecter les informations, ou par exemple avec des repositories dans lesquels on va aller collecter les informations sur notre code. Donc que ça soit par exemple du GitHub, du GitLab, du Bitbucket, ou alors si c'est un on-prem, si on a un source code on-prem, on peut déployer une image pour pouvoir aller collecter ces informations-là. Et ensuite, on va pouvoir choisir quelle branche on va aller monitorer concrètement. Donc une fois que j'ai choisi ici mes différentes sources d'informations, je vais être capable de les administrer à travers des projets. Donc ici, je vais retrouver mes différents types de projets. Et à l'intérieur de mon projet, je vais pouvoir interfacer, par exemple, mes différents types de repositories, donc les sources d'informations, les sources de code que je souhaitais monitorer dans ma pipeline. Je vais retrouver également les différents comptes avec lesquels je vais pouvoir m'interconnecter, donc que ce soit mes comptes AWS, Azure, etc. Si j'ai un cluster Kubernetes, je peux aussi le prendre en compte dans ce monitoring-là. Et ensuite, je vais appliquer des règles. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur les jeux de règles, mais on va avoir plus de 1500 règles qui sont déjà prédéfinies et possibilité pour vous de créer vos propres règles de vérification et de hardening. Et ensuite, bien sûr, on peut définir des alertes et des exclusions. La notion de drift, j'y reviendrai tout à l'heure, justement pour vous l'expliquer. Donc, une fois que ça s'est mis en place, plusieurs choses. Soit je vais aller collecter les informations, ou par exemple, dans le cadre, comme je vous disais tout à l'heure, du scan de code pour un utilisateur qui est on-premise, par exemple, j'ai capacité de récupérer un fichier, et si mon développeur, par exemple, souhaite faire du scan sur des instances locales et voir si son code est correct par rapport aux règles que j'ai définies, à ce moment-là, il peut très bien se connecter sur sa machine, récupérer le fichier de CLI que je vous ai montré tout à l'heure, je ne suis pas cliqué au bon endroit, et à travers la commande Terrascan, par exemple, il fait un Terrascan init, Terrascan, il sera comparé avec le fichier de config qu'on a récupéré au préalable. Je meuble un petit peu le temps que le scan s'effectue à ce niveau-là. Et lui, localement sur sa machine, une fois qu'il l'aura fait, bien sûr, il va récupérer le rapport du résultat avec les différentes violations au niveau des règles. Forcément, ça a marché tout à l'heure. Et là, il ne veut pas me le lancer, mais je vais vous le montrer sous un autre angle. OK. Donc là, vous voyez, localement, l'administrateur, il peut avoir l'ensemble de ces informations-là avec l'ensemble des règles et les violations de règles qu'il a eues avec le rapport. Ces informations-là, je peux les avoir de manière locale afin que mon utilisateur, mon administrateur, puisse faire les règles avant de pouvoir le soumettre une nouvelle fois à son source code manager, ou on peut l'avoir directement sur la console d'administration dans les findings. Concrètement, une fois que j'ai fait ça, je vais avoir l'ensemble des informations qui vont remonter ici avec les différentes sources d'erreurs, que ce soit sur la partie configuration en runtime, que ce soit sur la partie code, je vais avoir toutes les informations qui vont remonter ici. Donc quand je vais cliquer sur mes erreurs, je vais avoir l'ensemble des erreurs qui vont remonter ici. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que j'ai capacité de voir quelle est la source de cette erreur. Est-ce que la source de ce problème de configuration est dans mon code, ou est-ce qu'elle est également présente côté cloud? Et donc l'idée ici, et l'objectif, c'est que d'agir au plus tôt finalement. Si la problématique est présente et dans mon cloud et sur mon code, je vais plutôt corriger côté code que directement côté cloud. Parce que si je redéploie à la même instance, je vais me retrouver avec exactement le même problème. Donc du coup, ici, je retrouve exactement les mêmes erreurs. Et pour pouvoir les corriger, bien sûr, comme pour la partie vulnérabilité, on va être capable de vous guider à ce niveau-là. On va vous remonter ici l'ensemble des informations avec l'erreur que vous avez sur votre code, avec la remédiation qu'on va vous recommander de mettre en place pour pouvoir corriger le problème. On peut s'intégrer avec différents types d'outils pour pouvoir faire cette remédiation, que ce soit un outil de ticketing, par exemple, générer un ticket, l'attribuer à une personne, ou à ce moment-là, je peux carrément générer une pull request pour l'envoyer à mon source code manager pour pouvoir derrière, en fonction du process de ma gestion de ma pull request, le commit automatiquement ou pas, ou en fonction de la manière dont je vais le gérer. Ça, c'est un premier niveau d'information qu'on va pouvoir remonter. Bien sûr, au niveau des politiques, comme je vous le disais, on va avoir la possibilité de créer ses propres politiques. Les politiques, on en a plus de 1500 par défaut qui sont fournies et sont regroupées par type d'instance. Excusez-moi, je ne retrouve plus la souris. Que ce soit par exemple des règles propres à du AWS, du Kubernetes, du GCP, etc. Autre niveau d'information qu'on va être capable également de remonter. Alors, juste pour information,
quand vous allez avoir pour pouvoir suivre l'évolution de vos pull requests, de vos tickets que vous avez créés, vous avez la possibilité de voir justement ici, dans l'espace remédiation, où se situe la pull request, est-ce qu'elle a été traitée ou pas. Donc, permettre de suivre justement l'état de la remédiation et de l'avancement de la correction au niveau du projet. Ça me permet de revenir un brin en arrière. Autre information qu'on va être capable de remonter, c'est ce qu'on appelle ici les drifts. Quand je définis mon projet, je vais être capable de définir ce qu'on appelle une baseline. Concrètement, ça y est, mon infrastructure est déployée, j'ai ma configuration par défaut qui me convient très très bien, je vais pouvoir définir une baseline et dire ça, toute modification dans mon code ou sur mes instances qui auront lieu, je vais les considérer comme des drifts et je vais pouvoir suivre les modifications qui ont eu lieu. Et donc du coup, au niveau des drifts, hop, je vais revenir ici. Quand il y a une modification qui a lieu, je vais être capable de voir si cette drift a lieu directement dans mon cloud, qu'elle a lieu directement dans mon code, et surtout de pouvoir les tracer. Donc par exemple, ici j'ai une drift sur un security group. Hop, si je descends un petit peu, je vais pouvoir suivre ma drift ici, et je vais voir les différences de configuration qui ont eu lieu entre le moment où j'avais ma baseline et l'instance à l'instant T, une fois qu'on a fait la modification. Autre source d'information, on a parlé là surtout en termes de configuration, de visibilité, mais on va retrouver aussi tout l'aspect vulnérabilité. Sur la partie vulnérabilité, comme je vous le disais, on s'intègre nativement en API pour pouvoir collecter des informations et donc par exemple de pouvoir aller analyser les vulnérabilités qu'on va détecter sur les différentes machines et les différentes instances. On va retrouver un peu le même process que l'on sait faire sur la partie IT d'un point de vue vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on va avoir bien sûr toutes les informations relatives à la vulnérabilité, son score CVSS, mais également d'autres critères de priorisation. Le score CVSS, c'est un score qu'on va donner pour chaque vulnérabilité. Et vous allez avoir le VPR qui est indiqué ici. Le VPR, c'est une note que Tenable attribue à une vulnérabilité qui va prendre en compte le CVSS, mais qui va aller regarder beaucoup plus d'informations. À savoir, est-ce que la vulnérabilité est exploitée? Est-ce qu'elle est activement exploitée par des APT, par exemple? Est-ce qu'elle est facilement exploitable? Est-ce qu'il y a déjà des codes qui permettent de le faire? Et donc ça, cette note-là, elle évolue à travers le temps, au contraire du CVSS. Elle évolue et elle est mise à jour toutes les 24 heures, ce qui vous permet de suivre, vous, une tendance sur une vulnérabilité et de voir si demain, cette vulnérabilité qui n'était pas très critique parce qu'elle n'était pas exploitable, demain elle devient exploitable, elle a un score qui est beaucoup plus élevé et c'est sur celle-ci que je dois mettre l'accent pour pouvoir corriger les problématiques. Et donc du coup, quand je vais cliquer ici, je vais bien sûr retrouver l'ensemble des informations sur l'asset avec ici les remédiations, les descriptifs et des explications pour pouvoir mettre en place la résolution au niveau de la vulnérabilité. De la même manière, maintenant, quand je vais cliquer sur l'instance, je vais être capable de voir toutes les informations pour mon instance à un seul endroit. C'est-à-dire que, à la fois, toutes les problématiques de vulnérabilité de mon instance, je vais les voir sur la même console, mais également toutes les problématiques de configuration. Et donc, à moi, derrière, de faire le lien et de voir, effectivement, j'ai une machine avec beaucoup de problèmes de configuration, mais également beaucoup de problèmes de vulnérabilité. C'est sur celle-ci que je dois mettre des actions en place pour pouvoir, justement, retrouver un état de fonctionnement correct. Et de la même manière, centralisé au même endroit, je vais pouvoir voir la ressource configuration, donc voir toute la configuration de mon instance, les différentes vulnérabilités, les problèmes de configuration, et si bien sûr j'ai des drifts, de la même manière, je vais être capable de récupérer les informations relatives aux drifts. Voilà à peu près déjà au niveau de la partie Cloud Security. Est-ce que déjà il y a des questions? Je me permets de mettre des questions maintenant si jamais il y a des questions, comme ça on pourra y revenir. Non? Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, j'ai le micro, je peux venir vous voir. Ok. Donc, deuxième aspect dont je voulais parler, c'est toute la partie surface d'attaque externe. Donc là, on a vu une instance concrètement, dès qu'on va la déployer sur le cloud, elle peut très facilement se retrouver exposée sur Internet. Parce que concrètement, je déploie une instance sur mon AWS, je peux lui attribuer une adresse IP publique. Si je n'ai pas de contrôle au niveau des configurations et que je ne l'ai pas mis en place ici, je peux me retrouver avec une instance exposée sur Internet avec des ports que je ne voudrais pas voir ouverts, par exemple. Et justement, l'objectif autour de la partie Attack Surface Management et de la partie External Attack Surface Management, c'est de vous redonner cette visibilité et retrouver ce contrôle-là. Parce que concrètement, un attaquant, lui, ce qu'il va chercher, c'est vos points de faiblesse. Et lui, ce qu'il va chercher à prendre, c'est de voir justement qu'est-ce qui est exposé sur Internet, qu'est-ce qui est facilement accessible, qu'est-ce qui est mal configuré pour finalement pénétrer dans votre entreprise et récupérer les informations. Je vais enlever mes filtres. Et c'est typiquement l'objectif de cet outil-là, c'est de pouvoir vous redonner la main sur les assets qui sont exposés sur Internet et vous retrouver le contrôle à ce niveau-là. Toutes les informations qu'on va collecter, c'est tout ce qui est publiquement présent sur Internet. D'accord? Donc, ce n'est pas un scan spécifique qui vous est propre, c'est tout ce qui est publiquement présent sur Internet et qui vous appartient.
Comment on va le collecter? Vous allez spécifier ici, à ce niveau-là, les informations qui concernent vos assets, c'est-à-dire vos noms de domaine, vos adresses IP, peut-être même des mots spécifiques qui vous sont propres, ou votre ASN. Et ensuite, on va aller pouler le tout Internet pour collecter toutes ces informations-là et vous remonter tous les domaines, noms de domaine, sous-domaines, les PTR, les CNAME, les MX, toutes ces informations-là. Et on va collecter plus de 200 métadatas qui vont vous permettre derrière de classifier ces informations et de suivre justement toutes ces problématiques qui peuvent être des problématiques de configuration. Ça, c'est une première étape. On vous déclare déjà, vous déclarez ce que vous connaissez et on vous remonte toutes ces informations-là. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est la partie suggestion. Parce que déclarer ce qu'on connaît, finalement, c'est ce qu'il y a de plus simple. Jusque-là, tout va bien. Par contre, dans les suggestions de domaine, c'est qu'est-ce que vous ne connaissez pas mais qui pourrait vous appartenir. Basé sur les informations que vous m'avez données avant, je vais aller corréler ces informations pour trouver des domaines qui pourraient vous appartenir. Par exemple, tenable.com a été déclaré avec le mail hostmaster@tenable.com et c'est le nom qui a été spécifié pour pouvoir enregistrer le nom de domaine. Potentiellement, ce mail-là a été utilisé sur d'autres noms de domaine, mais je ne les ai pas listés parce que je ne les connaissais pas. Par exemple, une campagne marketing ou autre. Tout ce type d'informations-là, on va aller le corréler et on va vous suggérer des domaines qui pourraient vous appartenir. Ça peut être par exemple un rapprochement avec le mail d'enregistrement, mais ça peut être par exemple le même certificat qui est utilisé, la même adresse IP publique. Et l'objectif justement, c'est de pouvoir voir ces domaines, s'ils nous appartiennent à ce moment-là, les ajouter à notre inventaire pour pouvoir les suivre et tracer les informations en termes de configuration, ou si ce n'est pas le cas, les archiver et dire ok, ça ne m'appartient pas de problème, c'est pas pour moi. Maintenant que j'ai les informations, comment je vais les traiter? C'est là que ça doit être aussi un peu plus intéressant. Ici, vous voyez que j'ai plusieurs tableaux qui vont remonter. Pourquoi c'est flou? Je vais pouvoir traiter les informations et aller les filtrer. Donc, par exemple, hop, je suis désolé, j'ai demandé à colonne. Sur toutes les informations qu'on va collecter, on va collecter plus de 200 métadatas sur lesquels vous allez avoir les capacités de pouvoir mettre en place des filtres, des alertes et aller chercher des informations très spécifiques. Je reprends mon exemple de cloud. Je vais me prendre des pieds. Je reprends mon exemple du cloud tout à l'heure. J'ai une politique cloud où je suis à 100% AWS. Je ne devrais voir du coup sur les assets qui sont publics sur Internet que de l'AWS ou alors peut-être certains cloud providers type Cloudflare ou autre parce que j'ai des services qui sont hébergés là-bas. Donc du coup, si je traque ici au niveau de ma configuration, je vais pouvoir choisir de voir par exemple où ils sont hostés, dans quel pays ils sont hostés. Je vais avoir d'autres informations relatives aux certificats par exemple ou certaines applications web. Et ensuite, je vais pouvoir filtrer sur ces informations-là. Et donc là, si je switch le mode de vue, parce que comme ça, c'est pas super visible, je me rends en tant que dashboard. Hop. Je vais voir ici l'ensemble des informations et par exemple sur le host provider, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai une politique qui est full AWS, mais je me rends compte que j'ai aussi du GCP. Alors, ça ne devrait pas être le cas normalement. J'ai une politique full AWS. Et je peux rapidement mettre en place des filtres et aller regarder ces informations-là et les traquer. Et donc du coup, quand je vais sélectionner ici par exemple ce filtre-là, je vais être capable d'aller voir l'ensemble de mes assets qui sont aujourd'hui hébergés sur du GCP et derrière peut-être les récupérer et voir pourquoi j'ai des informations à ce niveau-là et les réincorporer dans la protection Cloud Security que j'ai spécifié tout à l'heure. Je peux spécifier mes propres filtres, je peux créer ces filtres-là et derrière les sauvegarder pour générer par exemple des alertes. Ce qui est intéressant, c'est que également dans la partie alerte, on va vous assister à ce niveau-là. Donc par rapport aux alertes que je vais créer, soit au préalable, soit directement ici en les sélectionnant, je peux faire en sorte de générer des alertes sur chacun des critères que j'aurais définis, soit en envoyant un mail, en m'intégrant dans un outil de ticketing, type ServiceNow par exemple, ou du Slack par exemple. Ou je peux partager cette source d'information, juste cette source d'information, pas le reste de mon inventaire, parce que je veux voir, j'ai un prestataire qui ne travaille que sur ça, pour qu'il puisse accéder à ces informations-là. Oh, ah, ça va. Également, on va vous fournir des exemples aussi de souscriptions qui vont vous aider à traquer et suivre ces problèmes de configuration. Que ça soit, par exemple, je dis une bêtise, mais est-ce que j'ai des instances avec du RDP? Hop, j'ai écrit RDP. Avec du RDP qui sont ouverts sur Internet, ou est-ce que j'ai des instances, par exemple, j'en ai déjà mis un ici, avec du Log4Shell. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont vulnérables à Log4Shell, mais ça veut dire qu'ils ont peut-être des services, des dépendances, des outils qui utilisent des dépendances relatives à Log4Shell. Et donc, du coup, ça me permet à moi de tracer ça, de voir quels sont les sites, les différents services qui sont présents sur Internet, qui sont associés avec potentiellement des failles relatives à Log4Shell, et d'aller plus loin et de mener des actions. Donc, par exemple, on va dire, ici, j'ai différents types de sites. Potentiellement, ils ont du Log4Shell parce qu'ils utilisent ce port-là,
qui peut être utilisé par exemple par des applications qui utilisent du Log4Shell. Et derrière, je peux mener des actions. Et l'action, ça va être par exemple, d'aller lancer un scan sur l'asset en question pour faire un scan de découvert, un scan de vulnérabilité pour aller vérifier qu'il a vraiment la vulnérabilité Log4Shell. Et donc de retourner sur la partie Tenable justement sur laquelle je vais revenir maintenant. De la même manière, est-ce qu'il y a encore des questions ou pas? Non? D'accord. Je reprends juste la souris. Pardon. Du coup, toutes les informations qu'on va collecter, on va être capable de les remonter sur une plateforme qu'on appelle Tenable One. Et à travers Tenable One, justement, on va collecter toutes ces informations-là et on va casser ces silos pour justement apporter de la visibilité. Et ça va être l'objet d'une démonstration qui aura lieu demain par ma collègue. Mais les informations qu'on va être capable de collecter, on va casser ces silos pour vous les voir d'un point de vue asset et voir mes assets, peu importe la source, que ce soit des machines IT, que ce soit des assets qui sont dans le cloud, que ce soit des URL que j'ai scannés à travers la partie ASM que je viens de vous présenter, de voir leur niveau d'exposition globale, donc pour comprendre quel est leur niveau de risque et de comprendre un petit peu justement où je dois mettre l'action. Et également, toute la partie Attack Path Analysis, c'est justement de comprendre, maintenant que j'ai l'ensemble des sources d'informations, de comprendre quels sont les chemins d'attaque que peuvent prendre les différentes personnes. Par exemple, j'ai un asset exposé sur Internet avec un port 22 ouvert qui rebondit sur une machine en interne chez moi qui est un serveur et je vais être capable de voir justement ces informations-là, de les mettre en avant, les prioriser pour pouvoir justement réduire ma surface globale d'attaque. Voilà ce que je voulais vous présenter. Et donc demain, vous aurez une présentation complète de Tenable One. On rentrera un peu plus en détail sur cette plateforme au complet. Aujourd'hui, c'était vraiment axé sur la partie Cloud Security et ASM. Alors maintenant, peut-être quelques questions. Vous avez eu le temps de réfléchir par rapport à tout à l'heure. Quelles sont vos questions? Allez-y, la première, c'est souvent la plus difficile. Il faut qu'on se lance. Idéalement, pas tous en même temps. Mais allons-y, les questions que vous voulez. À moins que tu aies été si clair. J'en doute des fois, mais peut-être. Allez-y, une question, messieurs? Dis donc, ça a été si clair que ça? Ça arrive. Oui? Bah, écoutez, sinon... Écoutez, merci pour votre attention, en tout cas. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Karim, Merci pour cette beaucoup. prestation. Merci beaucoup.